On va parler un petit peu tous les deux de ce qui vient de se passer cette semaine. La semaine commence très très fort avec l'investiture donc de Donald Trump. Peut-être qu'on va te présenter très simplement avant de parler de comment tu analyses les choses. Est-ce que tu peux te présenter, voilà, qui es-tu? Ça marche. Alors, moi, je m'appelle Eli, je suis militant à Tzedek depuis bientôt un an. Donc, Tzedek, qui est un collectif juif décolonial, qui a un an et demi d'existence maintenant. Et voilà, on est une organisation, on s'inscrit dans l'antiracisme politique depuis notre judéité. Et c'est parce qu'on est antiraciste que aussi on est antisioniste et que voilà, depuis notamment le 7 octobre, on a été pas mal sollicité, pas mal au cœur des débats voilà, aussi bien au vu de ce qui se passe en Palestine que au vu de l'instrumentalisation de la question de l'antisémitisme dans le débat public français. Trop bien. J'ai changé un petit peu mon micro pour que les gens puissent t'entendre. Bah, merci de te présenter. Donc désolé, il y a un écho parce que en fait vous entendez aussi mon micro en même temps. Et là, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Euh, et donc là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est du coup deux actus qui touchent et qui ont mobilisé particulièrement le collectif SEDEC, mais tous les juifs de France et du monde, euh, et qui touchent aux questions anticoloniales. C'est d'abord, sans doute, le cessez-le-feu qui a été déclaré à Gaza, enfin qui est en cours de négociation, on va dire ça comme ça, en tout cas en cours de mise en place. Et en même temps, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le cessez-le-feu, il arrive au moment de l'investiture de Trump qui arrive accompagné d'Elon Musk, qui fait un salut nazi au moment de son investiture. Et je sais que tu as réagi à ce truc. Est-ce que tu peux un peu en parler? Ouais, tu préfères qu'on commence par parler de Musk avant le Comme cessez-le-feu. tu veux, je sais pas dans quel sens tu penses que c'est mieux de le traiter. Ouais, bah, on peut parler de Musk. Non, c'est vrai que bah, c'était quand même assez sidérant de le voir se sentir assez à l'aise, quoi, pour caler un salut nazi à la tribune d'un événement aussi télévisé, médiatisé, relayé que l'a été la cérémonie d'investiture de Trump. Voilà, donc quelque chose d'assez terrifiant dans ce que ça dit aussi du degré de fascisation des États-Unis, mais en réalité de tout le monde occidental. Voilà, c'est une dynamique qu'on connaît bien. Et bon, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur aussi bien ce que ça peut vouloir dire qu'il se soit senti suffisamment fort pour faire ce geste qui est quand même une espèce de tabou quand même dans la politique occidentale. Et aussi dans les réactions que ça a suscité, notamment en France, quoi. Hmm. Et toi, tu as réagi justement, on va aller voir un petit peu sur ton Twitter, qui est malheureusement le truc qui est possédé par Elon Musk, le réseau que possède Elon Musk, mais tu as quand même tweeté quelque chose. On va voir, je vais essayer de te mettre à l'image, voilà. Donc t'as été donc sur ton Twitter perso, t'as repartagé un peu des choses puisque les gens en fait nous disent on ne sait pas si réellement Elon Musk a fait un salut nazi ou est-ce qu'on peut l'interpréter différemment finalement. T'as fait un petit mème pour réagir qui était sous ce. Alors on va lire les tweets un peu dans l'ordre peut-être. Ouais, ouais, tu veux les lire ou tu veux que j'explique les tweets, l'ordre des tweets? Vas-y explique. Non, mais c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de personnalités politiques plutôt de centre, bourgeois, humanistes, propres sur eux, qui ont immédiatement dit non, mais il faut repouvoir dans le contexte, que c'est pas exactement un salut nazi qu'il a fait, etc. Donc il y a notamment Claude Askolovitch, voilà, qui est un macronien dans ce rapport, ou même une personnalité plus ouvertement raciste et notamment islamophobe comme Raphaël Antoven, qui ont tenu des propos similaires, qui se moquaient de la gauche, qui voyait du nazisme partout. Euh, voilà, et donc face à ça, il y a vraiment quelque chose de saisissant, ce sont les mêmes personnes qui depuis un an passent leur temps à dire que la gauche est antisémite, que quand Mélenchon va dire camper à Tel Aviv, c'est évidemment antisémite, sont totalement devenus tout à fait aveugles quand une personnalité d'extrême droite assumée comme Elon Musk se met à faire des saluts nazis en public, quoi. C'est assez
ça montre aussi à quel point ces gens-là sont aveugles à ce qui est aujourd'hui la réelle puissance de l'antisémitisme dans l'extrême droite, mondiale. C'est clair qu'on voit vraiment un retournement de gens qui étaient en train d'accuser la gauche d'antisémitisme. Là, le gars fait un salut très très clair. On pourra peut-être revoir l'image avec des gifs, enfin, ou tous les extraits qui ont été coupés. Le geste est vraiment volontaire. Enfin, au début, moi, le matin, je me suis réveillé, j'ai regardé l'image, je me suis dit, non, mais là, tout le monde a un peu abusé, c'est sûr. Il a sans doute fait un coucou, mais c'était pas un salut nazi, tu vois. Enfin, faut pas commencer tout de suite à voir l'ultra mal partout. Puis j'ai regardé les images vraiment du mouvement, on va dire, décomposé seconde par seconde, et tu dis, ouais, l'intention y est, la manière dont il frappe son torse, enfin, tout est clairement et certainement un salut nazi, quoi. Il n'y a aucun doute. Et puis, au-delà même du geste qui, effectivement, laisse aucune place au doute, il y a le fait que Elon Musk, dans tout le projet politique qu'il porte et qu'il défend, est ouvertement une personnalité d'extrême droite. Donc, là, l'une des dernières choses qu'il a fait, c'est d'apporter son soutien à l'AfD en Allemagne, qui est un parti qui se revendique une forme d'héritage vis-à-vis du nazisme, qui notamment a dit qu'il fallait arrêter de voir dans Hitler le mal absolu, ou qui encore plus récemment a fait toute une campagne d'un racisme assez abject en mettant dans les boîtes aux lettres de personnes non blanches des tracts en forme de billets d'avion pour les déporter dans leur pays d'origine. Et donc Elon Musk a apporté son soutien à l'AfD. Et donc quand une personnalité d'extrême droite pense à une nazie, ça semble logique d'imaginer que c'est par adhésion et que c'est pas juste son bras qui a malencontreusement glissé, quoi. C'est qu'en fait, les gens ont encore du mal à admettre qu'Elon Musk est d'extrême droite. Il faut aussi voir le parcours qu'il a fait. On se rappelle aux dernières élections, je crois qu'il n'était pas soutien de Trump et qu'il a vraiment pendant longtemps été quelqu'un qui s'opposait, enfin il s'est pas opposé frontalement à Trump, mais il a refusé de soutenir Trump étant donné que Trump était réticent sur tout ce qui était mesures écologiques, etc. Et donc c'est vrai que dans la manière dont médiatiquement on décrit le personnage d'Elon Musk, ça bascule à l'extrême droite, enfin ce qui semble être une bascule est tellement rapide que le discours médiatique n'a pas le temps de s'adapter, en fait, on a l'impression. Et puis, absolument, et puis je pense qu'il y a aussi un effet de sidération, c'est-à-dire que quand on y réfléchit sereinement, c'est vrai qu'on en est à un stade où à la tête de la première puissance mondiale, qui est quand même encore ultra dominante, que sont les États-Unis, il y a un nouveau président qui a tenté et raté un coup d'État il y a 4 ans, qui est élu assez triomphalement, sans aucun problème, avec comme principal conseiller Elon Musk qui se sent suffisamment fort pour taper des saluts nazis. Il y a un effet, et qui est l'homme le plus résumant. Et donc c'est vrai qu'il y a un effet de sidération de voir une telle accélération de la fascisation du blanc. Ouais. Et t'as fait du coup ce petit mème qui résume bien la situation. Est-ce que tu veux le commenter un peu? Ouais, non, mais on voit donc sur un spectre droite-gauche, tous les gauchistes comme nous qui sont assez déprimés de voir que Elon Musk peut faire des saluts nazis comme ça. Les authentiques nazis qui sont très heureux de voir Musk faire un salut nazi et tous les soi-disant centristes qui disent contexte, quoi. Et ce truc du contexte, c'est fou, et de se dire qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent. En fait, je me dis en termes de... C'est un cas d'école médiatique, vraiment, de se dire... tous les gens qui sont en train d'appeler à la contextualisation du geste, alors que c'est manifeste, c'est un peu... Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu là, toute la séquence en fait médiatique avec ce qui se passe à Gaza, et le soutien aveugle, le soutien inconditionnel qui a été, qui a été déclaré en faveur de l'État et du sionisme. Et en fait, là, on est vraiment en train de retrouver ce même type de dynamique à un moment où on est dans une contradiction totale, quoi. Le gars fait un salut nazi. Bref, je sais même pas comment expliquer, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un parallèle qui est intéressant parce que là, ce qu'on a vu depuis notamment le 7 octobre, même si c'était des dynamiques qui étaient à l'œuvre avant, c'est notamment dans le champ français, mais je pense dans d'autres pays où on peut voir des phénomènes similaires, mais il y a eu vraiment une accélération des recompositions du champ politique avec maintenant c'est la gauche et le mouvement antiraciste aussi qui sont infréquentables, qui sont antisémites, qui sont des dangers pour la République, etc. Et l'extrême droite qui est totalement réhabilitée.
quand il y a eu la marche contre l'antisémitisme en novembre 2023, donc le temps avant le 7 octobre. C'est ce qu'on a vu, qui était invité et qui a défilé avec Zemmour sans aucun problème, voilà, du PS à l'extrême droite, et par contre la France insoumise qui était soutien du terrorisme antisémite, et je ne parle même pas de l'extrême gauche. Donc c'est un peu vraiment ce type de phénomène maintenant. Le discours dominant, notamment dans les médias, c'est les antisémites, c'est la gauche et le mouvement antiraciste. Et par contre, l'extrême droite, comme ils soutiennent Israël, ils sont insoupçonnables, y compris quand ils tapent des saluts nazis. Ouais, c'est incroyable. On va regarder un peu justement des images de personnes qui essayent de mettre du contexte, entre guillemets. Je vais voir si on en trouve. Tu en avais repartagé, je pense. Attends. Je t'entends plus. Ah, tu m'entends plus du tout là? Allô, allô? 1, 2, 1, 2. Ok, d'accord. Vous m'entendez, vous, mais Ellie ne m'entend plus. Tu m'entends maintenant? Je vais revenir. Allô, allô? Salut le chat. Salut le chat. Hop. C'est terrible ce truc de micro qui bug tout le temps. Est-ce que là tu m'entends? Non. Ouais, je t'entends. Si, ok, parfait. Bon, bah je sais pas pourquoi ce micro fonctionne pas. Alors le chat dit 17 avril 1944, un procès retentissant pour sédition s'ouvre à Washington. Des dizaines d'individus, parmi lesquels des membres du Congrès, sont accusés d'avoir coopéré avec les forces allemandes, d'avoir participé à des mouvements pro-nazis, etc. Comment a-t-on pu en arriver là, dans la plus grande démocratie du monde et pourquoi personne ne se souvient de cet épisode majeur de l'histoire américaine? C'est là où ça pose la question aussi de la démocratie américaine et de ce modèle qui est en complète faillite, en fait. Totalement. Bon, déjà, l'idée même de démocratie dans des États racistes, impérialistes comme les États-Unis ou même la France, c'est toujours une question un peu à manier avec précaution, parce que aux censures de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient une démocratie, mais pas pour les Afro-États-Unis. Typiquement, et ils ont mené des guerres impérialistes dans le reste du monde pendant sans interruption depuis. Mais là, avec la crise du capitalisme, à laquelle on assiste notamment depuis 2008, et avec le mur écologique qui s'approche, il y a vraiment une fuite en avant d'un système qui va absolument se maintenir et qui ne voit dans le fascisme sa planche de salut. Ouais, on va réagir justement à ces personnes qui très rapidement ont essayé de noyer le poisson un peu. Attention à l'emballement sur le supposé. Déjà, toutes les phrases commencent mal, quoi. Attention. Donc voilà, décrédibilisation du truc. L'emballement, c'est un peu les phénomènes entre guillemets d'hystérie collective. Hein. Le supposé salut fasciste, on remet encore une fois en question le geste, alors que c'est un geste qui est quand même extrêmement simple à identifier. C'est aussi une des forces finalement de ce salut. La séquence entière semble le montrer en train d'envoyer des cœurs, ce qu'il dit juste après. C'est incroyable. Mais mon cœur va à vous. Évitons de donner aux désinformateurs l'occasion de nous corriger. Ouf. Et puis il y a quelque chose de particulièrement pathétique dans le fait que ce soit quelqu'un comme Tristan Mendès France qui fait ce genre de choses, même si je crois qu'il est revenu sur ce tweet initial depuis, enfin faut quand même le reconnaître. Mais Tristan Mendès France, je crois qu'il participe notamment à Conspiracy Watch, qui est l'espèce de think tank qui se donne pour mission de débusquer les discours conspirationnistes, mais qui les débusque généralement que à gauche, quoi, et qui sont les premiers à dire que camper à Tel Aviv, c'est évidemment un faux antisémite, ce genre de choses. Et ça pose la question, tu vois, là tu dis Conspiracy Watch, ça pose vachement la question de la vérité, entre guillemets, tu vois, tout ce discours qu'on a actuellement sur le fact-checking, qu'est-ce qui est le vrai, comment est-ce qu'on distingue le vrai du faux sur un réseau social comme X, possédé par Elon Musk, qui se permet de faire un salut nazi et qui, je crois, l'a contesté. Après, j'ai pas encore vu les réactions, si jamais t'en as sous la main. Je crois qu'il vient de parler, je crois, de ce qu'il a fait. Et en même temps, c'est Tristan Mendès France qui essaye de faire du fact-checking en direct, complètement foireux, et nous qu'on va accuser. Je pense que ça va pas s'arrêter, hein. On va continuer à nous accuser de surinterpréter tout ce qui s'est passé. Je sais pas, genre là j'ai l'impression que
l'ouverture de cette présidence avec ce symbole, avec ce salut, nous plonge directement dans les enjeux qui vont être les enjeux des années qui viennent, qui vont être comment savoir ce qui est le vrai et ce qui est le faux, et comment les réseaux sociaux sont les espaces de la politique où finalement tout se dessine et les tendances politiques se dessinent, quoi. Ouais, avec comme cette. Enfin, sur Twitter, il faut quand même aussi se méfier. Enfin, tu as rappelé le réseau est détenu par Musk, et depuis qu'il l'a pris en main, il y a quand même eu un effet de, je sais pas, de mise en avant des discours racistes d'extrême droite, qui est évident pour ceux qui fréquentent un peu le truc. Mais le fait que d'autres géants de la tech, et je pense à Zuckerberg dernièrement, et puis aussi commencer à dire des choses particulièrement réactionnaires ou voire fascisantes, notamment sur les questions LGBTQ, qui sont quand même pour beaucoup une espèce de porte d'entrée dans l'extrême droite, j'ai l'impression. C'est aussi inquiétant, voilà, pour la santé de ces réseaux, mais qui n'étaient déjà pas incroyables avant, mais si en plus maintenant leur propriétaire devient fasciste, c'est inquiétant. Ouais, c'est catastrophique. On regarde le tweet de Raphaël Antoven qui disait « Ce n'est pas un salut nazi, mais le geste désordonné d'un type qui envoie son cœur à une foule de fans. Même quand le danger est juste en face de vous, vous continuez à vous battre contre des moulins à vent. » Ça, c'est vraiment... ça incarne vraiment ce qui est aujourd'hui le discours dominant, et en tout cas du bloc central et du bloc bourgeois en France. C'est l'antisémitisme n'existe plus à l'extrême droite. L'antisémitisme, c'est globalement les Noirs et les Arabes. Et tout ce qui n'est pas... C'est ça quand il dit le danger qui est en face de vous, c'est l'islamisation de la France, le grand remplacement, etc. Alors que le danger qui est en face de nous, c'est la fascisation du monde. Et en France, évidemment, déjà un gouvernement qui est quand même le plus fascinant de l'histoire de la Ve République, et potentiellement l'arrivée au pouvoir prochain du Rassemblement national. Et ce qui est fou, c'est que je me dis, tu vois, quand on regarde l'histoire du nazisme, etc., et quand on le met en perspective avec l'histoire coloniale, on se rend compte que le nazisme, ce qu'il a fait, c'est appliquer une politique coloniale au sein même de l'Europe, et en plus, en s'appuyant sur un antisémitisme qui était déjà très fort, qui est un processus de racialisation d'une population qui en fait est européenne, puisque les juifs d'Europe sont européens depuis des générations et des générations. Il y a même pas, enfin c'est vraiment une race fictive qui va être créée à ce moment-là. Et je me dis, là il y a plein de personnes blanches qui par facilité ou par racisme se disent bon bah on va accuser les Noirs, les Arabes, les autres d'être les antisémites, mais c'est comme s'ils oublient que le projet nazi, dans tous les cas, ça va être d'instaurer une forme de colonialisme qui est aussi contre les Blancs, tu vois. Et cette lecture-là, et encore une fois, l'antisémitisme reste le socle et le cœur de tout le fonctionnement de ce mécanisme. Sur ce point, je serais peut-être un peu plus nuancé. Je continue évidemment à penser que l'extrême droite en France ou dans le monde est antisémite fondamentalement. Ça se voit notamment dans le fait que le grand remplacement, qui est peut-être l'un de son discours principal aujourd'hui d'explication du monde, est comme une théorie du complot où les Blancs seraient censés être remplacés par l'arrivée massive de non-Blancs d'Afrique ou du Moyen-Orient. Mais derrière cette théorie, il y a l'idée que c'est quand même un peu organisé par les Juifs, cette théorie du grand remplacement. Mais donc même s'il y a ça en fond, je pense que la ligne de front du combat antiraciste aujourd'hui, c'est pas au niveau des Juifs que ça se joue. Les Juifs sont abondamment instrumentalisés par le pouvoir et par les extrêmes droites, qui se posent comme des défenseurs des Juifs. Mais ceux qui sont en première ligne face aux racines d'État aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus les Noirs, les Arabes et les musulmans, j'ai l'impression. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je suis d'accord, mais quand même, j'ai l'impression, tu vois, quand on regarde historiquement, que même la manière dont on attaque aujourd'hui les Noirs, les Arabes, en fait, ça reste en instrumentalisant la question juive dans tous les cas. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc où, on l'a vu là, au niveau de même le switch, la bascule politique qui vient d'avoir lieu en France, où l'extrême droite reprend du galon, c'est justement parce que elle a permis de laver son image par rapport à la question d'Israël. Et paradoxalement, la gauche qui passe du mauvais côté, c'est parce que elle a soutenu Gaza. Donc encore une fois, même si, enfin, tu vois, genre ça reste comme si c'était un point de bascule, enfin un espace de bascule, un pivot qui est fondamental dans le cœur de la manière dont la politique, en tout cas en France et dans le monde occidental, se construit. Chose qui est beaucoup plus différente dans d'autres pays. Quand je pense en Afrique, par exemple,
la question juive ou la question de la guerre et du génocide à Gaza, il y a des gens qui ont des avis assez divergents et qui peuvent soutenir un camp ou l'autre, mais ça ne va pas ça ne va pas générer des effets politiques concrets dans la société, tu vois, contrairement à ce qui se passe en Europe. Bien sûr, mais parce que la question palestinienne et de la colonisation de la Palestine, de la Nakba et aujourd'hui du génocide, c'est un produit à la fois de l'impérialisme européen, c'est l'espèce de dernière tentative de créer une colonie de peuplement européenne ailleurs qu'en Europe, mais c'est aussi un contre-coup de l'antisémitisme européen en réparation de la participation des puissances occidentales au génocide des Juifs pendant la Shoah. Il y a eu la constitution de l'État d'Israël un peu comme une forme de réparation. Donc les Palestiniens sont pris dans cette espèce de truc indémêlable qui explique que le rapport de l'Europe à cette question-là est très différent de celui du reste du monde. Ouais. Bah, trop intéressant. Je veux bien que je te prends pas beaucoup plus de temps, mais j'aimerais bien juste un peu pour finir qu'on revienne sur ce cessez-le-feu qui a été annoncé et qui va avoir lieu en plusieurs temps. Si on peut revenir rapidement, toi et vous chez CEDEC, comment est-ce que vous avez réagi à cette annonce? Voilà, comment vous l'interprétez, comment vous le lisez politiquement. Moi, au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, il y a eu plein d'annonces de cessez-le-feu qui ont lieu, tu vois, régulièrement, et j'avais l'impression d'entendre une nouvelle annonce, et après, c'est que après, enfin, tu vois, le premier moment où c'est apparu, et c'est que après, en regardant la question de la libération, je vois qu'il y a déjà des personnes palestiniennes qui ont été libérées, que je me dis, ok, il y a quelque chose de plus sérieux qui se passe. Vous, comment vous l'avez lu? Le premier sentiment qu'on peut tous avoir, déjà quand on participe du mouvement de soutien à la Palestine, c'est quand même le soulagement. C'est-à-dire au vu de la situation catastrophique des Palestiniens, notamment des Palestiniens de Gaza, de la situation de détresse humanitaire dans laquelle ils sont, du nombre de morts, de blessés, de mutilés, etc. Le fait qu'il y ait une perspective d'interruption des bombardements et des opérations militaires israéliennes à Gaza, c'est déjà un soulagement. En plus, on a vu les scènes de Liesse qui ont accompagné cette annonce chez les Palestiniens, donc évidemment on peut que partager ce soulagement. Après, quand on regarde un peu plus près les détails de l'accord de cessez-le-feu qui a été présenté, on peut quand même avoir un certain nombre une certaine méfiance vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que la première phase, où est censé y avoir un échange d'otages en réalité, parce qu'il y a les otages israéliens d'une part, mais beaucoup de Palestiniens sont détenus de manière arbitraire et administrative par l'État israélien. Ils sont donc aussi des otages, au même titre que de l'autre côté. Donc il y a cette phase d'échange d'otages ou de prisonniers qui va avoir lieu, mais il n'y a aucune garantie que l'accord de cessez-le-feu aille au-delà de cette première phase. Parce que on a quand même un certain nombre de choses qui nous laissent penser que Trump a mis la pression pour pouvoir annoncer triomphalement qu'il avait à lui tout seul réussi à faire revenir les otages israéliens à la maison, et donc il voulait pouvoir présenter quelque chose. Mais il y a eu pas mal de déclarations aussi bien du gouvernement de Netanyahou lui-même que de certains de ses principaux ministres qui disent qu'une fois que une partie des otages israéliens seront de retour, ils retourneraient à Gaza et continueraient leurs opérations génocidaires. Donc c'est quand même assez inquiétant. Ouais, ok. Bah, on va vraiment suivre ça au niveau du déroulé du truc. Et ce que je trouve incroyable, c'est justement le fait que bah, tout se passe en même temps et que Trump va surfer sur cette avancée politique pour dire qu'il sert vraiment à quelque chose. J'imagine, je sais pas ce que va dire Musk, mais j'ai très peur de ce qu'il va pouvoir dire pour récupérer aussi de la visibilité sur ce conflit. J'ai l'impression que cette année, attends, j'avais tapé Musk, je voulais voir s'il s'était exprimé, mais j'ai l'impression que cette année commence sur les pires auspices. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est assez terrifiant, effectivement, de voir l'arrivée de Trump au pouvoir, Samuel Nazi, l'homme le plus riche du monde, assumé. Et bon, mine de rien, faut aussi reconnaître que cet accord de cessez-le-feu
même si l'écho temporaire, c'est quand même plutôt pour le moment une bonne nouvelle, Mm. et même s'il faut conserver une certaine forme de méfiance, hein, évidemment, parce que voilà, Israël, à travers son histoire, n'a jamais hésité à violer des accords de cessez-le-feu et que la situation reste catastrophique pour les Palestiniens. Mais bon, ce sera nous, de toute façon, il faudra qu'on continue à se mobiliser, à lutter aussi bien pour la Palestine que contre la fascination du monde et notamment de la France. Bah, merci beaucoup, Ellie, pour d'avoir été avec nous et de nous avoir un peu fait part de toi, ta lecture des choses, et aussi de un peu comment est-ce que vous, avec le collectif Tzedek, vous réfléchissez à cette situation. Est-ce que tu veux peut-être dire un mot sur vos actus prochaines avec le collectif, pour rappeler Ouais. aussi aux gens qui nous suivent, là, il y a plus de 164 personnes. Merci tout le monde. J'espère que le son, ça va. J'ai essayé de gérer un peu le truc. Désolé pour le son de gauche. Le replay, j'espère qu'il sera un peu plus clair. Ouais, bah déjà, merci de l'invitation. Et puis, nous, ce week-end, on va organiser un grand colloque à Paris à l'occasion des 80 ans de la libération d'Auschwitz, qui s'appelle Penser le fait génocidaire, histoire, mémoire, actualité. Euh, voilà, comme tu parlais tout à l'heure du fait que la Shoah s'inscrit aussi dans l'histoire coloniale de l'Europe, et nous, à Tzedek, on considère que la manière dont on a construit la Shoah comme un événement singulier, incompréhensible, qui échappe à l'histoire, etc., c'est quelque chose de très problématique, et donc on a organisé ce colloque aussi pour penser la Shoah dans l'histoire de la suprématie blanche de manière plus générale, et donc aussi évoquer la question de génocide, celui des Roms, dont on ne parle jamais à l'occasion de la Shoah alors qu'il a eu lieu en même temps, mais aussi le génocide Tutsi, le génocide en Bosnie, le génocide à Gaza, et voilà, histoire aussi de réinscrire cet événement qu'a été la Shoah dans l'histoire plus large du racisme européen et de la suprématie blanche. Trop bien. Et du coup, on peut vous suivre sur le compte de Tzedek, sur Instagram, sur partout en fait, sur X. Peut-être pas, vous êtes peut-être partie de X ou pas encore? Non, non, nous, on reste, hein, Ouais. Vous on occupez les lutte terrains. partout où on peut. Ouais, je comprends. Nous aussi, pour l'instant, Histoire Crépue, on est toujours partout où on peut. Mais en tout cas, on peut vous suivre sur Tzedek avec point d'exclamation à la fin. Et du Ouais. coup, tu peux rappeler juste l'horaire de samedi, t'as dit? Ouais, ça commence samedi à 10h et dimanche à 10h. Samedi, ça va commencer par la projection d'un film de Eyal Sivan et Ronnie Broman, un documentaire sur Eichmann, Ok. donc l'un des principaux concepteurs de la Shoah. Et puis voilà, notre programme est disponible sur nos réseaux sociaux, c'est gratuit et ça va être capté, donc on pourra voir tout après sur les réseaux. Génial. Bah, merci beaucoup, Ellie, d'être venue. J'espère que c'était Merci de quand l'invitation. même une bonne expérience malgré la défaillance du truc et que tu me vois pas. Ouais, bah, super expérience, pas de soucis. Bah, merci beaucoup et puis on va suivre ça de très près et on espère que je sais pas comment on va faire pour dégager Musk d'ici. J'ai l'impression que nous on est pieds et mains liés, mais bon voilà, on va y réfléchir quoi. Ouais, j'ai des idées, mais je veux pas faire ban ta chaîne Twitch. C'est clair. Moi aussi j'ai des idées, mais j'étais en train de me dire vas-y, on va y réfléchir discrètement. Ça marche. À bientôt, Ellie. Ouais, ciao. Ciao.